Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Bienvenue à ce troisième rendez-vous du cycle de webinaires dédié à l'adaptation au changement climatique en Île-de-France. Nous sommes ensemble ce matin de 9h30 à 11h pour évoquer les enjeux franciliens liés à la chaleur. Alors, évidemment, on a choisi cette date pas au hasard, hein, début juillet. On s'imaginait qu'on serait un peu dans l'actualité, mais on a, je dois l'avouer, été rattrapé par cette actualité. Euh, du coup, ce cycle de webinaires est porté par l'Institut Paris Région, qui est l'agence régionale d'aménagement et d'urbanisme, au sein de laquelle est hébergée une pluralité d'expertises au service des enjeux territoriaux. Deux premiers rendez-vous ont pu être réalisés au mois d'avril et au mois de mai, qui ont permis de revenir sur la territorialisation de la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique, et qui a permis aussi de revoir les projections climatiques qui étaient associées à la région francilienne. Et puis, un deuxième webinaire qui était dédié aux acteurs ressources qui peuvent être sollicités, mobilisés pour vous aider dans votre projet et démarche d'adaptation au changement climatique. Ce cycle de webinaires s'inscrit également dans la mise en place prochaine de l'Observatoire francilien d'adaptation au changement climatique, qui mobilise l'Institut Paris Région et les partenaires franciliens, les acteurs ressources qui ont été pour partie mis en visibilité au cours de ces deux premiers webinaires. Alors, pour ce troisième rendez-vous, les objectifs sont multiples. L'idée, c'est de vous proposer des clés de lecture sur les événements extrêmes liés à la chaleur et vous donner aussi quelques éléments de définition et de compréhension sur le phénomène des îlots de chaleur urbains en Île-de-France. C'est aussi appréhender les enjeux franciliens liés à la chaleur avec une approche un peu systémique et globale des enjeux qui sont associés. Et c'est également pouvoir se projeter dans les leviers mobilisables. Pour ce faire, nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Erwan Cordeau, chargé d'études climat, air, énergie à l'Institut Paris Région, Alexandre Florentin, conseiller de Paris, délégué à la résilience et aux enjeux climatiques à la ville de Paris, et Barbara Dam, responsable du pôle pilotage de la performance environnementale et sociétale pour SNCF Réseau. Avant de laisser la main aux intervenants, quelques consignes et informations préalables. Donc, les micros et les caméras restent fermés pendant la durée du webinaire. Vous avez la possibilité de contribuer et de poser des questions sur le fil de la conversation, questions-réponses. Nous aurons pour mission d'être modérateurs et de remonter quelques questions aux intervenants à la fin de chacune des séquences. Les supports seront diffusés sur le site de l'Institut Paris Région et ce webinaire sera enregistré et fera l'objet d'une diffusion en replay. Sur ce, je vais laisser maintenant la main à Erwan qui va revenir sur les enjeux liés à la chaleur, qui va nous redonner quelques clés de lecture, quelques éléments de définition justement sur la manière d'appréhender les aléas climatiques associés à la chaleur et qui va nous revenir aussi sur ce phénomène d'îlot de chaleur urbain. Bonjour à tous, donc je vais vous partager ma petite présentation que j'ai. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Pas encore en plein écran, mais bientôt en plein écran, voilà, et je vais la mettre du début. Voilà. Donc, pour pas perdre de temps, donc c'est quelques éléments de contexte et de définition sur le changement climatique et la surchauffe urbaine, et donc la mise en perspective des aléas climatiques est liée à la chaleur et des enjeux associés, et notamment en particulier à l'îlot de chaleur urbain dont on va parler à la fin. Pour commencer, une première partie sur de quoi parle-t-on entre vagues de chaleur, changement climatique, surchauffe urbaine. Alors, je commence par, on va dire, les événements météorologiques qu'on appelle vagues de chaleur et canicules. Une vague de chaleur, c'est une période de conditions atmosphériques
anormalement chaude et désagréable, une température qui peut provoquer, entraîner potentiellement un risque sanitaire pour la population. Alors ça va des maux de tête, nausées crépusculaires, déshydratation, jusqu'au coup de chaleur, qui est le niveau de risque le plus élevé, entraînant des risques de surmortalité. Ça définit France entière. À l'échelle nationale, on observe sur 30 stations équitablement réparties sur le territoire français l'indicateur thermique national, c'est-à-dire la moyenne des températures minimales et des températures maximales observées sur ces stations. Et lorsqu'il y a un dépassement de supérieur ou égal à 25,3 degrés pendant un jour et supérieur à ou égal à 23,4 degrés pendant au moins 3 jours, on considère que c'est la définition d'une vague de chaleur. Donc, à travers ça, les vagues de chaleur sont surveillées à partir du 1er juin jusqu'au 15 septembre actuellement par la vigilance météorologique de Météo France. Alors, dans cette période-là, on commence par une surveillance, un niveau de vigilance vert météorologique quand les températures sont en gros conformément à la normale. À partir du moment où il y a un pic de chaleur, on va le définir comme un épisode bref de 24 à 48 heures durant lesquelles les températures sont nettement supérieures au normal de saison. Là, on passe en vigilance météorologique jaune, comme lorsqu'il y a un épisode persistant de chaleur, c'est-à-dire lorsque les températures perdurent dans le temps, des températures élevées, mais en deçà des seuils de canicule. On va y revenir. Là, on est en seuil de vigilance jaune, et ça se définit à l'échelle locale ou nationale. Donc, on peut avoir un pic de chaleur localisé à une échelle, donc, par exemple, d'un département ou d'une région. Troisième niveau, c'est le niveau canicule qui est en deux temps, la canicule et la canicule extrême. Donc là, on passe en niveau de vigilance météorologique orange ou rouge quand c'est une canicule extrême. Ça, c'est défini au niveau départemental avec d'autres indications. C'est-à-dire, c'est une période de chaleur intense pour laquelle les indices biométéorologiques, c'est-à-dire la combinaison des températures minimales et maximales moyennées sur 3 jours, 3 jours c'est important, atteignent ou dépassent les seuils départementaux. Chaque département a son seuil de jour, de nuit. Par exemple, sur Paris et Petit-Couronne, vous voyez sur le médaillon sur les cartes à droite, pour Paris et les 3 départements de Petit-Couronne, le seuil déterminant pour la nuit, c'est qui reste supérieur à 21 degrés, pour le jour, supérieur à 31 degrés. Donc pendant 3 jours consécutifs, là, on rentre dans la définition d'une canicule, et elle devient extrême lorsque cette canicule dure exceptionnellement, est particulièrement intense et que son étendue géographique est au-delà, par exemple, d'un seul département, c'est une large zone sur le territoire français, voire toute la France, comme la canicule exceptionnelle de 2003, qu'on a rappelé qui s'est étendue du 2 au 14 août 2003, ou la canicule de 2019, du 21 au 26 juillet de l'année 2019. Deuxième partie, l'effet du changement climatique, donc c'est-à-dire en lien avec nos ambitions anthropiques, la cause du changement climatique, le combat effectivement qui perdure, et donc les effets du changement climatique. Là, on va parler de l'aléa vague de chaleur, comment ça joue sur les vagues de chaleur et phénomènes météorologiques. Le diagnostic francilien a rappelé, qui a été fait en 2022 pour notamment l'occasion des travaux du plan régional d'adaptation au changement climatique de la région Île-de-France, a montré qu'une augmentation en lien donc avec le changement climatique s'est observée sur les tendances actuelles, donc déjà sur la période 1950 à 2020, donc une augmentation des vagues de chaleur en lien avec les effets du changement climatique et sur les tendances futures, bien sûr. Et là, on a des nouvelles données pour en parler, les données de la TRAC. On a largement fait référence à la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Les données sont livrées sur le portail DRIAS de Météo France. Et il y a des indicateurs qui nous intéressent pour parler de la chaleur. C'est la sévérité des vagues de chaleur, la température moyenne en été, les températures maximales en été, le nombre de jours avec un dépassement du seuil de 35 degrés C ou du seuil de 30 degrés C,
le nombre de nuits tropicales et puis des indicateurs annexes qui sont un lien entre la température et la sécheresse, un indicateur météorologique ou sécheresse des sols. Donc ça, pour rappel, donc on l'a déjà présenté dans le premier cycle, donc le webinaire numéro 1 du premier cycle, mais je vous remets effectivement ce qu'est la traque, c'est se projeter dans 3 horizons. Pour un monde à 3 degrés, c'est une France à 4 degrés en 2100, avec un horizon intermédiaire 2030, 2050 et 2100, donc en 2030, un jeu de données pour à plus de 2 degrés pour la France entière, à 2,7 degrés à l'horizon 2050 et 4 degrés à l'horizon 2100. Donc là, cet indicateur qu'on a déjà présenté, c'est l'indicateur de température maximale supérieure ou égale à 30 degrés. Ça, c'est un des indicateurs qui participe à la définition de la canicule, l'indicateur de jour. Et la même chose pour la nuit, supérieure ou égale à 20 degrés. Et donc, vous avez, par exemple, sur le département du Val-de-Marne, on passe sur la période de référence pour cet indicateur de nuit tropicale dont on parle beaucoup, qu'on a parlé beaucoup ces jours derniers. On passe de 5 à 12 nuits selon l'endroit du Val-de-Marne à potentiellement en 2050 17 à 28 nuits, 29 à 40 nuits, à 44 nuits en 2100, c'est-à-dire près de 1,5 mois consécutifs, voilà, à la hauteur de cette température de nuit tropicale. Ce que je n'ai pas présenté lors des premiers éléments sur la traque, là, c'est qui est typiquement dans l'objet du jour, c'est-à-dire l'évolution des vagues de chaleur selon la traque. Là, vous avez à gauche les observations passées. Donc déjà un élément de référence important, le nombre de jours de vagues de chaleur depuis 47 qui est observé, 17 vagues de chaleur avant 2000, 32 après 2000. Donc une accélération sans précédent, un doublement du nombre de jours de vagues de chaleur. Vous avez cette infographie à gauche, donc des vagues de chaleur observées depuis effectivement 1947. On voit, est-ce que vous voyez mon petit, ouais, on voit celles de 2019, celles de 2003, qui sont les plus marquées par l'indicateur d'intensité maximale, donc en 39,4 degrés, voilà, sur cette période de vague de chaleur. Et puis, en durée, vous avez la durée qui est l'axe des abscisses. Et donc, c'est ces deux composants qui font la sévérité de la vague de chaleur. Donc, la vague de chaleur 2003 est la plus sévère d'entre elles, qui combine donc une intensité et une durée. Voilà. Ce qui est à remarquer, c'est qu'il n'y a aucune de ces vagues de chaleur observées ont dépassé 23 jours en durée. Et puis, 39,4 en intensité maximale. Voilà. Ces deux seuils, si on les rapporte sur la prospective dans le cadre de la traque des vagues de chaleur, l'horizon 2050 en orange et 2100 en rouge, c'est effectivement les vagues de chaleur en prospective. Et on voit que on rapporte ces deux seuils, eh bien, nos seuils de vagues de chaleur observés sont dans ce carré en bas à gauche, et puis en prospective, eh bien, on va avoir des dépassements de seuil à la fois en durée et en intensité, toutes ces bulles-là, toutes ces vagues de chaleur-là. Donc ça veut dire qu'on n'a encore pas connu ce qui va nous arriver. Et France entière, pour l'horizon 2030, donc on a une multiplication du nombre moyen annuel de nombre de jours de vagues de chaleur 3 fois supérieur pour la France. En Île-de-France, en moyenne, en médiane, c'est fois 2,6 pour l'Île-de-France. À l'horizon 2050, plus de 2,7 degrés, c'est 5 fois supérieur. C'est 8 à 10 fois supérieur pour la France pour l'horizon de fin de siècle. Et pour l'Île-de-France, en médiane, c'est 7 fois 7,5. Donc, c'est sans précédent, une prospective qui est très mauvaise sur l'aspect vague de chaleur. Il est, par exemple, et sur le nombre de jours de vague de chaleur, et sur l'évolution est du même ordre de grandeur, c'est-à-dire 3 fois, 5 fois et 8 à 10 fois supérieur pour les 3 horizons, pour la probabilité d'occurrence des vagues de chaleur au cœur de l'été. Troisième élément de définition, la surchauffe urbaine
l'îlot de chaleur urbain, de quoi parle-t-on? La surchauffe urbaine, ça désigne l'ensemble des phénomènes d'anomalies liées à la dégradation du ressenti thermique en ville en période de forte chaleur, de jour comme de nuit, à l'échelle du piéton jusqu'à l'échelle urbaine. Donc ça renvoie à la fois à l'effet d'îlot de chaleur urbain et à l'inconfort thermique ressenti en journée par les piétons dans les espaces urbains, liés au rayonnement du soleil, des surfaces minérales, le manque de ventilation. L'îlot de chaleur urbain, comment on le définit? C'est un phénomène effectivement du climat local qui se caractérise par des températures plus élevées en ville par rapport à la campagne. Voilà, c'est la différence de température de l'air entre la ville et la campagne par rapport ou la moyenne régionale. Et c'est causé par un cumul de phénomènes de perturbations liées à la morphologie urbaine, aux surfaces fortement minérales, aux apports de chaleur anthropique dans les villes, à l'activité donc. Et donc, en moyenne, l'ICU, et notamment en période estivale, est principalement marqué en fin de journée et surtout la nuit, et il est problématique lors des périodes de forte chaleur, en l'absence de vent, dans des conditions anticycloniques. On va y revenir. On a défini aussi la chaleur anthropique. La chaleur anthropique, c'est la chaleur qui est produite par les activités humaines, climatisation, rejet de chaleur, émission des industries par les véhicules et les industries. Voilà. Aux façons de matérialiser l'îlot de chaleur urbain, là, on va attaquer la notion d'enjeu. C'est donc ce petit graphe en haut à droite sur en moyenne, surtout l'année, des écarts de 2 à 3 pour les Deux-France, de 3 à 4 degrés de température en moyenne différenciée sur la ville et les campagnes alentours. Voilà. Une autre façon d'en parler, c'est un retour sur la canicule de 2003 par l'observation des températures de surface la nuit. C'est le médaillon à gauche, où vous voyez qu'effectivement, il y a un delta de température de surface qui est beaucoup plus marqué sur Paris et sa proche banlieue. Et puis, le jour, des anomalies qui est plus marquée d'ailleurs sur des zones notamment industrielles ou anciens tissus industriels de la banlieue parisienne. Donc la nuit, on a observé jusqu'à 8 à 10 degrés d'écart entre le centre de Paris et la forêt de Fontainebleau en période de canicule, notamment la canicule de 2003. Et pourquoi la nuit? On s'intéresse beaucoup à cette période-là. C'est donc dans la définition aussi de la canicule, c'est regarder le dépassement, les indicateurs de température de nuit tropicale. C'est un enjeu de santé publique majeur puisque les corps, les organismes humains ont besoin de retomber en température à un moment de la période chaude. Et donc, normalement, on retrouve cette possibilité la nuit, mais lorsque la ville reste chaude la nuit, on a du mal à retomber en température à un moment de la journée. Donc, deuxième et dernière chose sur cette slide-là, c'est à l'intérieur de cet îlot de chaleur métropolitain, un différentiel de température, on a des contrastes entre des zones froides et des zones chaudes. Donc, les îlots de chaleur et des îlots de fraîcheur, et donc on arrive sur des contrastes. Alors, des enjeux, bien sûr, le premier des enjeux, c'est la surmortalité humaine. On a travaillé avec Santé publique France, où on a regardé effectivement entre les espaces très minéraux et les espaces communaux et les communes davantage dotées de végétation, et on a observé statistiquement entre la surmortalité communale et puis les caractéristiques communales entre urbanisation et végétaux qu'il y a un risque de plus de 18% de surmortalité entre la ville et la campagne. Donc, les enjeux sont de surmortalité, mais ils peuvent être beaucoup plus graves dans certains cas, et donc jusqu'à des enjeux systémiques. Et on va, au-delà de la surmortalité humaine, toucher à la baisse de productivité économique, les impacts sur les équipements et services de santé, les dégradations des réseaux de transport, des infrastructures, la tension sur l'approvisionnement en eau, en énergie, les stress thermiques de la végétation et des cultures. Et lorsqu'il y a un effet combiné aléa chaleur et aléa sécheresse, et on a encore d'autres niveaux de considération de l'enjeu de chaleur sécheresse cumulée.
quand on essaye d'approcher d'autres enjeux de la caractérisation territoriale de l'effet d'îlot de chaleur urbain, donc on va regarder d'un côté, bien sûr, les aléas liés au changement climatique, mais on va regarder beaucoup les particularismes locaux qui renforcent la surexposition à la chaleur, donc l'effet de chaleur urbain, et puis s'intéresser à la notion de sensibilité et de difficulté à faire face pour avoir un diagnostic complet du risque climatique. Donc, l'îlot de chaleur urbain, on a essayé de caractériser à l'Institut à partir par îlot pâté de maison, à partir des caractéristiques de chaque pâté de maison et indiquer effectivement dans quelle classification, dans la classification normalisée de Local Climate Zone se caractérise chaque îlot de pâté de maison en Île-de-France de par leurs caractéristiques urbaines ou naturelles de cette typologie. Et donc, on a une classification très intéressante des influences climatiques selon la compacité, notamment par exemple le niveau 1, 2, 3 des postes construits. Plus c'est construit avec pas de verre, donc plus il y a un effet potentiel d'îlot de chaleur urbain, et puis des caractéristiques particulières sur des espaces industriels ou tertiaires, et les caractéristiques d'influence rafraîchissante des espaces. Voilà. Et donc on en fait une synthèse qui nous permet de qualifier à partir des perturbations radiatives, de la rugosité urbaine, des perturbations thermiques, des sources de chaleur anthropiques, des perturbations hydrologiques, donc l'absence d'eau notamment dans la ville, les perturbations et comportements de la végétation, les carences en végétation effectivement, d'avoir une appréciation d'un effet de chaleur ou d'un effet de fraîcheur. Et donc on a l'amplification d'un aléa climatique par le phénomène lié à l'aménagement et à l'urbanisme d'un effet d'îlot de chaleur moyen à fort, voilà, exprimé. Donc, avoir une attention particulière à la morphologie de la ville. Il y a des phénomènes particuliers on n'arrive pas à dégager cette chaleur, c'est le facteur de vie du ciel. Je vais aller un peu vite parce qu'il me reste plus beaucoup de temps. Une attention particulière à l'espace public, sur les matériaux, la couleur des matériaux, les asphaltes qui vont être des surfaces effectivement où il va y avoir une accumulation de chaleur très forte. Voilà, les rejets anthropiques dans la ville par les climatiseurs notamment, les propriétés des murs et des toits, avec des phénomènes d'inertie où les gros murs, par exemple, font entrer progressivement aux périodes les plus chaudes la chaleur dans les habitacles. Donc, ça ralentit effectivement au sein des habitacles les effets de chaleur, mais inversement, ça va restituer cette chaleur avec effet de retard dans la rue plus tard. Voilà. Et puis, une attention particulière à l'espace public entre le manque d'eau, de sol, de végétation, avec la qualité qu'on peut rajouter en plus de l'évapotranspiration, la qualité des espaces d'ombrage. Donc voilà, des attentions particulières. Et si on considère, pour finir, la notion de vulnérabilité, on va effectivement s'intéresser à des facteurs de sensibilité particulières comme la densité humaine qui habite dans ces îlots-là, l'âge des personnes ou des difficultés à faire face comme l'absence d'espace ouvert au public à proximité. Et on a une autre indication de cette vulnérabilité à la chaleur et d'autres enseignements là-dessus quand on compose effectivement c'est pour parler effectivement du registre des solutions, puisqu'il y a un registre de solutions dans ces trois domaines, dans la lutte contre l'effet de chaleur urbaine, dans la prise en compte de la sensibilité particulière de ces îlots, dans la prise des habitants de ces îlots et dans la prise en compte particulière des dotations de capacité à faire face de ces îlots-là. Voilà. Et donc, c'est la dernière slide. Il faut faire il y a trois domaines d'intervention particulière pour le registre d'adaptation, c'est la prévention transformation de la ville. Voilà, on n'y est pas. Cette échelle de la transformation de la ville, on n'y est pas. La prévention pour la gestion de crise, c'est par exemple mettre l'accent sur les espaces refuges. Là, on commence à en parler. Les espaces refuges, donc des équipements qui peuvent accueillir des personnes vulnérables qui sont équipés par exemple, d'espaces frais ou des ombrages dans les espaces de la ville ombragés. Voilà. Et puis, il y a la gestion de crise qui est très particulière. Et puis, donc, il y a plusieurs registres de solutions. Il faut au cas par cas mettre tout en œuvre, les solutions vertes, les solutions grises, les solutions douces. Et j'en finis par là. Donc, il faut maintenant aller sur une transformation au contenu des enjeux de la surchauffe urbaine, une transformation progressive de la ville, de nos villes. Voilà.
par rapport à cet enjeu. Merci beaucoup, Erwan, d'avoir effectivement posé ces éléments de contexte, de revenir sur quelques définitions et de donner des clés de lecture pour appréhender effectivement l'îlot de chaleur urbain. Alors, une première question qu'on peut partager qui est quel est le lien finalement entre le PCAET et la TRAC? Est-ce que, Erwan, tu pourrais revenir un peu sur le lien qui est requis entre ces deux objets? Alors, le PCAET, donc, c'est la planification la planification qui est portée par les EPCI, les intercommunalités, qui répondent notamment aux indications, orientations, objectifs du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, qui va indiquer au chapitre adaptation d'utiliser les données de la TRAC en référence pour travailler les actions que doivent voter les plans d'action PCAET. Et donc, le jeu de données qui est livré par Météo France sur le portail DRIAS va devoir être utilisé pour ces exercices de diagnostic de vulnérabilité, conformément aux indications du SRCAE, donc du schéma régional climat, air, énergie. Et donc, c'est la nouvelle référence pour travailler, entre guillemets, la définition des actions. Merci pour cet élément. Alors, une autre question qui concerne cette fois l'îlot de chaleur urbain. Diminuer les véhicules thermiques, est-ce que cela a un impact sur la surchauffe urbaine? Est-ce qu'on a des éléments qui permettent d'apprécier cette question de l'impact des véhicules thermiques? Alors, des éléments, on n'en a pas sinon en théorie, puisque pour l'instant, il y a peu de véhicules thermiques qui fonctionnent dans la flotte de véhicules essentiellement à classique, à motorisation thermique. Mais c'est le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a moins de rejet de chaleur par les véhicules thermiques, par les véhicules électriques que par les véhicules thermiques. Donc ça serait une baisse potentielle à même la rue, un petit peu d'apport de chaleur anthropique lié au véhicule. Voilà. Mais on n'a pas encore les éléments pour le changement profond de changement de flotte. Très bien, bah, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. On va essayer pour les questions pour lesquelles on n'a pas forcément pu apporter de réponse, de pouvoir contribuer aussi de notre côté sur le fil de la conversation. On rappelle effectivement les supports de présentation seront mis à disposition sur le site de l'Institut. Donc voilà, vous aurez moyen d'accéder à ces éléments. Merci Erwan et je vais maintenant laisser la main à Alexandre Florentin, donc conseiller de la ville de Paris. Alors effectivement, la ville de Paris est engagée de longue date sur les questions de lutte contre le changement climatique, avec effectivement un premier plan climat volontaire adopté en 2007, pardon. Et aujourd'hui, on est dans la 4e édition de cet exercice, une première stratégie d'adaptation qui a été publié en 2015. Et aujourd'hui, effectivement, en 2023, vous avez porté un travail, une mission d'information et d'évaluation concernant un scénario choc, un Paris à 50 degrés. Première question qu'on aimerait vous poser, est-ce que vous pouvez revenir effectivement sur la genèse de ce travail-là et les principes clés qui ont conduit effectivement ce rapport d'information? Oui, bien sûr. Merci Sandra et à toute l'équipe de m'avoir invité. Très bon sens du timing par rapport à l'actualité. Donc moi, j'ai travaillé une quinzaine d'années jusqu'à il y a encore 2 mois en tant que consultant sur les questions, consultant et formateur sur les questions climat, tant côté atténuation que adaptation. Et j'ai été élu en 2020. Quand j'arrive en 2020, mon constat, c'est effectivement il y a des choses qui existent sur l'adaptation, mais que globalement, la ville de Paris, comme toutes les autres institutions dont j'avais connaissance, faisait un peu de prospective en regardant dans le rétroviseur. Donc, sans que ce soit dit explicitement, mais en regardant les documents, j'avais un peu l'impression qu'on se préparait surtout au retour de la canicule de 2003.
Or, vous savez très bien que le climat, c'est un objet qui ne revient pas en arrière et qu'il faut s'attendre donc à des choses un petit peu différentes. Pour ce qui est des canicules, c'est plus chaud, plus fréquent, plus long, plus étendu géographiquement, plus tôt et plus tard dans l'année. Et à chaque fois qu'on va regarder le changement d'un de ces paramètres, on va pouvoir voir, on va pouvoir faire un peu de prospective. Euh, et ce qu'on a essayé de faire, parce que par exemple, pourquoi j'ai eu cette idée-là, hein, c'est juste qu'en fait, en 2017, quand je faisais pas encore de politique, j'ai lu un travail de Météo France qui expliquait qu'on pouvait avoir des canicules entre 50 et 55 degrés pendant la deuxième moitié du siècle. Et moi, ça m'a choqué. J'avais beau avoir fait un peu d'études de climatologie, je trouvais que le chiffre était énorme. Donc, il est resté dans un coin de ma tête et je me suis rendu compte qu'en fait, autour de moi, même des gens un peu informés sur la lutte contre le changement climatique n'avaient pas ça en tête entre 2017 et 2022. Je pense que la mission, elle a participé à ce que le terme de 50 degrés soit mis dans le débat public, hein, parce qu'avant, moi, je ne le voyais pas. Maintenant, on en parle à des heures de grande écoute de ce chiffre. Euh, Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est d'arrêter d'entrer dans la porte de l'adaptation par uniquement des questions de climatologie. Parce que si vous regardez l'adaptation, en général, c'est défini comme l'intersection d'un aléa, donc ça c'est l'événement climatique auquel on va regarder, une exposition, donc c'est savoir où est-ce que cet événement il va avoir lieu, et puis qu'est-ce qui va impacter et à quel point l'objet, la société, le territoire qu'on regarde, à quel point il est vulnérable, à quel point il a des capacités à s'adapter. Et en général, comme en France, tous ces sujets-là sont plutôt traités par des sphères de sciences dures et de techniques, et ben on regarde beaucoup l'aléa et l'exposition. Donc, on fait des cartographies, on fait de la data, etc. Bon, bah ça, nous, on l'a mis de côté, on l'a mis dans le titre. On a dit, c'est Paris, c'était pour la partie exposition. Et puis, on a dit, bah, l'aléa, c'est 50 degrés. Et donc, ça nous a permis d'évacuer un petit peu cette problématique pour nous concentrer sur les questions de vulnérabilité. Et là, on est beaucoup plus sur un travail d'enquête. On est sur un travail de sciences humaines et sociales, en fait, hein, où on va regarder un peu tous les éléments de notre vie, euh, comment on s'alimente. Donc, quand on s'alimente, bah, qu'est-ce qui se passe quand vous allez dans un restaurant à Paris? Bah, qu'est-ce qui se passe du côté du restaurateur, de ses équipes? Qu'est-ce qui se passe en cuisine? On a besoin de bâtiments, de routes. Bah, qu'est-ce qui se passe du côté du BTP? Qu'est-ce qui se passe dans les bâtiments? On a une vie culturelle qui est très intense à Paris. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ces lieux de culture? Qu'est-ce qui se passe pour les festivals? Etc., etc. Qu'est-ce qui se passe pour les personnes les plus vulnérables? Que ce soit les personnes âgées, les personnes isolées, les personnes à la rue, les enfants en bas âge. Là, on a l'impression que le gouvernement s'est rendu compte qu'on avait un problème sur les enfants en bas âge. C'est écrit noir sur blanc sur le rapport Paris 50 degrés. Et le premier paquet de mesures c'était autour des écoles, etc., etc. Donc voilà, après je peux répondre à d'autres questions, mais c'était un peu la manière dont on a voulu faire les choses, et vous ne l'avez pas précisé, mais je pense que c'est hyper important. Euh, c'est un rapport transpartisan. D'accord? Moi, je suis membre d'un parti qui s'appelle Génération Écologie. Je siège dans le groupe écologiste qui fait partie de la majorité parisienne avec les socialistes et les communistes. Nous avons fait ce travail-là en binôme avec une rapporteure qui s'appelle Maud Lelièvre, qui est du groupe MoDem, avec des macronistes, avec des républicains également. Sandra, je vous entends pas, vous avez coupé votre micro. Ah oui, merci. Je pensais l'avoir remis. Merci. Merci pour ces éléments qui posent effectivement le cadre dans lequel effectivement les travaux ont émergé et finalement les principes que vous avez retenus pour conduire effectivement ce travail-là. On aimerait bien, si c'est possible, revenir sur finalement les enseignements que vous avez dégagés de ce travail, de ce rapport d'information, effectivement. Donc, on lit effectivement des enjeux sanitaires importants, en particulier sur des populations isolées, vulnérables, mais pas seulement. Vous avez également ouvert une approche un peu plus globale et systémique, effectivement, de ces enjeux-là par rapport à notre vie au quotidien, nos activités socio-économiques, par rapport au monde du vivant. Est-ce que vous pouvez revenir sur quelques enseignements ou quelques repères qui vous ont marqué par rapport à l'enquête que vous avez menée? Oui, tout à fait. Donc,
On peut regarder ce sujet-là par trois angles. L'angle de la santé, l'angle des infrastructures et de toute notre sphère technique, et puis celui de notre organisation socioculturelle. Donc, côté santé, c'est assez connu hein, depuis 2003 que les personnes âgées isolées sont les plus vulnérables pendant les canicules. On a fait beaucoup de progrès par rapport à ça. Euh, c'est le cas parce que en fait, pendant une canicule, votre corps passe beaucoup, il est très sollicité pour réguler sa température. Et donc, quand vous avez certaines vulnérabilités de par votre âge, donc c'est les extrêmes d'âge, ou parce que vous avez d'autres maladies, ou bien parce que vous portez la vie en vous, par exemple, et ben tout ça fait que vos mécanismes, enfin votre corps, il est sursollicité. Et il faut pouvoir se reposer la nuit. Or, Paris est une ville extrêmement dense, ça a été expliqué. C'est l'effet d'îlots de chaleur urbain. C'est des écarts de température la nuit entre le intramuros et puis des zones de la région Île-de-France agricole ou forestière de 6, 8, 10 degrés. C'est ça les ordres de grandeur. Et donc, c'est ça qui tue les gens globalement. Ce que je vous dis là, pour d'autres raisons, c'est vous avez des impacts aussi sur le monde végétal et sur le monde animal. On en a un peu plus parlé du monde animal cette année parce que la LPO a montré des images de martinets. Il y a eu des alertes aussi sur les hirondelles qui n'avaient pas fini leur nidification. Donc, quand vous avez votre nid qui est sous un toit et que vous n'avez pas la possibilité de vous êtes un bébé hirondelle, que vous n'avez pas la possibilité de voler, vous allez mourir dans votre nid. Pour le monde végétal, il se passe d'autres choses. Je ne rentre pas trop dans le détail. Mais donc, c'est ce qui se passe côté santé pour tout le vivant. Ensuite, côté infrastructure, ça comprend au sens large. Tout ce qui a, donc on connaît le problème dans les bâtiments, mais aussi tout ce qui a de l'électronique et de l'acier réagit pas très bien avec les fortes températures. En gros, toute notre sphère technique, elle a une température, elle a des plages de température dans lesquelles elle fonctionne bien, des plages de température dans lesquelles elle fonctionne mais de manière dégradée, et des plages de température dans lesquelles elle va arrêter de fonctionner. Tout ce qui a de l'acier, tout ce qui a de l'électronique. C'est votre téléphone portable, hein, quand vous le mettez au soleil, à un moment, il va vous dire qu'il va s'arrêter. C'est les rails de train qui se déforment. Il faut ralentir le matériel roulant. C'est les réseaux électriques. Vous avez les câbles qui se déforment ou qui claquent quand ils sont enterrés. C'est votre électroménager. Et puis, c'est aussi la clim. Il y a eu un tout petit débat extrêmement, enfin, cadré de manière extrêmement populiste, vous l'aurez remarqué. On sait que les besoins de froid, ils vont augmenter. On sait que la climatisation, les climatisations, parce qu'il y a plusieurs technologies derrière. Je ne vais pas rentrer dans le détail tout de suite, mais en fait, toutes ces technologies-là, elles ont une température maximale de fonctionnement. Et quand dans le grand public, on dit clim, en gros, on pense, les gens visualisent les clims RR, soit celles avec une trompe mobile, soit celles qu'on installe un peu comme on voit dans les pays asiatiques, par exemple. Ces climatisations-là, en Europe, elles ont en général, elles sont designées pour fonctionner bien jusqu'à 42, 43 degrés. Elles ont déjà, à cette température-là, juste un peu avant, elles ont déjà bien perdu en efficacité. Et puis au-dessus, elles risquent d'arrêter de fonctionner. Euh, et donc, une- une- ça crée une vulnérabilité extrêmement forte, en fait, si vous basez votre résilience sur la clim et que vous ne faites pas le travail à côté pour gagner en confort par des technologies passives. Un volet, ça ne tombe pas en panne. Voilà. Donc, mettons des volets aussi dans les endroits où on va avoir des publics vulnérables. Et puis le troisième point, c'est notre organisation socioculturelle. On a des habitudes. On a des habitudes de rythme saisonnier. On a des habitudes d'horaire d'école, des habitudes de rythme du travail. On a des habitudes d'attente, de productivité, de rapidité d'exécution des chantiers au mois de juin, au mois de juillet, au mois de septembre. Tout ça, ça va être affecté. Est-ce qu'on va pouvoir faire juste des siestes à l'espagnol ou décaler les horaires d'école comme dans certains pays du Maghreb à la saison chaude? Oui, on va devoir s'appuyer là-dessus et en même temps, on n'a pas une organisation géographique qui va toujours nous permettre ce genre de choses. Donc, à chaque fois, ce qu'on a vu dans la mission, c'est que, la ville de Paris, elle a
fait des choses dans tous ces champs-là qui permettent d'avoir une petite base. 2, c'est pas du tout suffisant. 3, on ne pourra pas tout adapter. 4, on ne pourra pas tout adapter à n'importe quel scénario climatique. On va voir très vite les limites, hein. Là, j'essaie de vous proposer très rapidement beaucoup d'exemples pour que vous voyez que quand le climat change, tout change, et que donc on n'aura ni le temps, ni le budget carbone, ni le budget en euros, ni... en fait, on entre dans un monde de raréfaction, et donc il va falloir faire des choix très forts sur ce qu'on va chercher à adapter, ou à rendre plus robuste, plus résilient. Parce que là, moi, je vous parle beaucoup des canicules, c'est pas le seul problème qui nous pend au nez. Vous avez déjà des éléments qui susciteraient justement ces arbitrages un peu forts, un peu marqués. Est-ce que voilà, il y a des domaines, vous avez déjà identifié des domaines qui seront effectivement sujets à débat et sur lesquels il faudra se préparer peut-être à renoncer? Bah, la clim, c'est une bonne porte d'entrée pour le coup, pour avoir cette discussion-là. Parce que on comprend bien que le zéro clim, c'est compliqué. Ça va vouloir dire des morts, tout simplement. Et puis de l'autre côté, l'autre extrême, c'est le 100% clim dans tous nos bâtiments. Et là, puisque quand on refroidit quelque part, on réchauffe ailleurs, ça veut dire qu'on plombe nos efforts de végétalisation, puisque si tout était climatisé à Paris, la seule simulation auquel on a accès nous dit que, en fonction de certains critères, on aurait entre plus 2 et plus 4 degrés dans les rues. Bon, bah, ça, c'est pas négligeable, parce que ça, c'est en moyenne. Ça veut dire qu'il y a certains endroits, ça va être beaucoup plus. C'est pas négligeable pour le monde végétal. C'est pas négligeable du tout pour le monde animal. Vous avez déjà des endroits là dans Paris où vous ne pouviez pas marcher en talons parce que le bitume fondait. Vous vous enfonciez dans le talon. Il y a des vidéos comme ça sur Instagram. Euh, donc on sait que le tout clim, c'est pas possible non plus compte tenu de l'organisation spatiale et de nos rythmes de vie, de notre rapport à l'espace public. Mais c'est pas la même chose de climatiser un magasin de vêtements sur les Champs-Élysées, qui par ailleurs a souvent les portes grandes ouvertes. C'est pas la même chose de climatiser un endroit avec des denrées non périssables ou de climatiser et d'avoir un débat sur est-ce qu'il faut climatiser nos salles de classe. Voilà. Donc là, on est typiquement, parce que déjà, en fait, il vous aura pas raté que la première limite dans le débat de la clim, c'est pas notre volonté, c'est pas le débat en lui-même, c'est bah, vous allez dans un magasin et il n'y a pas de clim. Vous ne pouvez pas en acheter sur étagère. En fait, on a un problème, quand bien même on serait toutes et tous d'accord sur le fait qu'il faut tout climatiser, on a un problème industriel, on a un problème de rythme. Donc déjà, rien que là, il faut qu'on choisisse. À Paris, on a la chance d'avoir un réseau de fraîcheur. Ce réseau de fraîcheur, historiquement, il a été fait pour climatiser. Sur les business models, il fonctionnait avec la clim pour les musées, pour la conservation des œuvres, des hôtels de luxe, euh, des, euh, des business centers. Et puis, j'ai oublié quelque chose, peut-être oui, des bureaux, quoi. Euh, Demain, on veut se mettre à utiliser cette fraîcheur-là pour les écoles et pour les hôpitaux, mais en fait, la fraîcheur de la Seine, elle n'est pas infinie. Elle a une limite aussi. Donc demain, on va devoir choisir à qui on donne la priorité, à quelles activités. Est-ce qu'on met les plus vulnérables et les plus pauvres de côté, ou bien est-ce qu'on fait société? Et on peut multiplier comme ça les exemples à l'infini. Toutes les professions dites essentielles, on est bien content toutes et tous qu'elles tournent, hein, c'est sur la collecte des déchets, sur le soin, sur les secours aux personnes. Et toutes les personnes qui travaillent là-dedans, elles sont mises à sollicitation. Là, on a peut-être une prochaine canicule dans 10 jours. Les mois de juillet, août, septembre vont être extrêmement chauds. Mais je ne vois pas le début d'une discussion nationale ou locale sur l'entraide dont il faudrait faire preuve pour ne pas saturer, pour décharger le plus possible, un peu comme on a eu pendant la Covid, hein, pour décharger le plus possible ces services essentiels pour qu'ils tiennent. Est-ce qu'on est en train de discuter du fait de diminuer notre production de déchets pour que les gens qui sont au cul du camion, là, en train d'avoir une activité physique, c'est en plus en général qu'ils n'habitent pas intramuros,
ils travaillent en tenue, c'est physique. On a à la limite, on ne peut pas décaler plus leurs horaires. Mais non, on est là, tranquille, avec nos Uber Eats, nos petits trucs les livrés à la maison qui génèrent plein de déchets, etc., etc. Voilà. Mais le buffet à volonté, c'est fini. Et je pense que d'ailleurs, il y a des gens, des fois, on a l'impression qu'il y a des forces politiques comme ça qui n'ont pas compris le sujet, qui n'ont pas écouté les scientifiques. Moi, je fais l'hypothèse inverse. Je pense qu'au contraire, ils ont très bien écouté ce que disent les scientifiques. Donc, ils ont compris qu'on n'aurait pas de croissance infinie dans un monde fini. Ils ont compris que le buffet à volonté, c'était fini, mais ils en ont tiré une autre conclusion. Que, en fait, eux, ils veulent se servir, ils veulent être ceux qui vont se servir jusqu'au bout. Voilà. Et donc là, on a une lutte qui s'engage. Alors, ce que je vous propose, alors n'hésitez pas, les participants, n'hésitez pas à poser vos questions si vous souhaitez avoir un complément d'information ou revenir sur un élément présenté par Alexandre Florentin. J'ai peut-être alors une question deux en un pour terminer cette séquence. C'est par rapport effectivement à toute cette matière, toute cette connaissance que vous avez rassemblée et tout ce travail d'enquête que vous avez mené auprès de, auprès de secteurs différents. Quelles sont les perspectives que vous allez donner suite à ce travail? Quelles sont les premières pistes ou peut-être des actions qui ont déjà été enclenchées que vous allez continuer ou peut-être ouvrir la voie à de nouvelles actions justement pour se préparer à ce scénario choc. Et peut-être aussi, parce qu'effectivement, on a toujours l'image, bah, la ville de Paris, c'est voilà, c'est la ville de Paris, mais probablement, vous avez peut-être aussi des recommandations et préconisations qui peuvent être partagées pour toute collectivité, quelle que soit finalement sa taille, dans la manière d'appréhender justement ces enjeux et pour y faire face. Alors effectivement, il y a des recommandations qui sont de nature différente et qui déclenchent qui appellent des suites de nature différente. Sur l'école, il y avait un consensus absolu sur le fait que ça devait être la priorité. Euh, et ça veut dire les rénover de manière très profonde. Et en attendant de pouvoir les rénover, ben, on installe des choses qui, euh, qui sont plus faciles à mettre en place, et notamment des brasseurs d'air. C'est extrêmement efficace, c'est extrêmement résilient pour améliorer le confort thermique. Mais sur le long terme, on sait qu'on doit passer par des rénovations profondes. Des rénovations profondes, d'habitude, ça se faisait l'été, maintenant, c'est plus possible. Donc, on va devoir fermer des écoles, dispatcher les enfants dans d'autres établissements et faire vraiment tout le playbook de la rénovation scolaire pour un monde perturbé. Donc, de l'ombrage, du végétal, on peut aller jusqu'à de la géothermie dans la cour en utilisant la surface de la cour d'école. C'est des changements de matériaux, des changements d'approche d'approche dans ce que c'est que la cour d'école, rénover les classes, mais aussi pour d'autres raisons, hein. C'est pour des questions d'accessibilité, pour des questions de meilleur partage de l'espace entre petits garçons et petites filles. Euh, c'est faire en sorte qu'en fait, ben, on n'accepte pas de mettre nos enfants dans des conditions dans lesquelles on n'accepterait pas d'avoir un job de merde. Moi, je trouve ça dingue qu'il y ait plein de gens qui aient un bullshit job, comme on dit, et qui se retrouvent dans des très jolis bâtiments climatisés, etc. Et l'effort, il doit être fait sur les écoles. Donc, bon, ça, je les ai déjà expliqué. Du coup, je le dis très rapidement, mais c'est déjà un énorme sujet, hein. C'est un énorme sujet, c'est un énorme sujet politique, puisqu'il faut pouvoir justifier auprès des parents de fermer des groupes scolaires et de changer leurs habitudes le temps d'un an et de faire ça. Et tout ça, c'est un chantier si on continue de pas être aidé par le niveau gouvernemental à Paris, ça va s'étaler sur quelque chose comme 25 ans à peu près. C'est pas rien, il faudrait le faire plus vite, vu l'urgence. Mais ça, si vous voulez, il y a une sorte de consensus sur le fait que c'est la bonne méthode. On a la bonne méthode et maintenant il faut avancer. C'est un sujet de massification et d'art. C'est pas un sujet technique, déjà, c'est pas un sujet de savoir-faire. Il y a des sujets sur lesquels il y a encore des dilemmes. Par exemple, sur les toits parisiens, qui concentre un petit peu les dilemmes patrimoine versus adaptation. Euh,
Moi, je trouve qu'on n'a pas encore complètement tranché. J'espère que la prochaine élection va permettre de vraiment complètement trancher le sujet et qu'on va pouvoir s'inscrire dans un rapport de force avec, entre eux. Moi, j'essaie d'impulser la constitution d'un collectif des habitants du dernier étage parce que eux sont en train de mourir de chaud et qu'en face, on a le ministère de la Culture. Euh, il vous aura pas échappé de qui est la ministre de la Culture et quelles sont ses prétentions par rapport à la ville de Paris. Bah, en attendant, le ministère de la Culture bloque tout. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre de volets. Il y a des endroits où on ne peut pas mettre de store extérieur. Il y a des endroits dans lesquels on ne peut pas avancer des solutions qui, certes, changent un peu l'esthétique. Et il faut qu'on ait cette discussion sur quelle va être l'esthétique parisienne demain. Mais là, on est vraiment dans un moment de, de discussion, confrontation sur ces sujets. Et puis, il y a des choses sur lesquelles euh, donc, où là, on n'a pas encore assez avancé, on n'a pas encore assez de propositions sur la table de comment on va faire. Sur le travail, par exemple, c'est l'exemple que je disais tout à l'heure, il y a des métiers dont on va avoir besoin qui fonctionnent toute l'année. Et en même temps, bah, il y a une question de comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qui ont ces métiers-là vivent euh, dans de bonnes conditions, travaillent dans de bonnes conditions. Et bah là, on est sur des arbitrages qui sont pas faciles. Moi, j'ai pas la solution, par exemple, sur la collecte des déchets. Euh, Dans ces cas-là, eh ben, on est surtout sur des choses où il faudrait dégonfler le ballon de baudruche. On ne pourra pas adapter la société telle qu'elle est dans son entièreté. Il va falloir simplifier le problème, simplifier nos modes de vie, parce que ça va nous aider pour la suite de l'opération. Effectivement, là, les éléments que vous avez évoqués, effectivement, c'est des éléments qui apparaissent aussi sur le fil de la discussion pour revenir effectivement sur le rythme du service de gestion des déchets. Et puis, on peut effectivement évoquer les salariés du BTP, les agents techniques des collectivités travaillant aux espaces verts, à la voirie. Donc voilà, on refait un peu le lien sur ces rythmes de travail et la manière dont on peut les organiser à l'avenir pour protéger aussi ben voilà, ce personnel. Et effectivement, sur le débat lié au patrimoine, aux zones protégées de la ville de Paris, il y a effectivement une question ou une remarque qui a été évoquée par rapport au rôle aussi des architectes des bâtiments de France, enfin, comment aussi Oui, pardon amener Sandra, ces discussions. Oui. si vous voulez bien, avant de rebasculer sur cette question patrimoniale, sur la question des rythmes. Moi, je ne vois pas comment on va s'en sortir. Donc déjà, si on continue de beaucoup changer le climat, hein, une France à plus 4 degrés, je vois pas comment ça fonctionne. Mais il y a de la marge d'ici là. Et d'ici là, moi, ce qui me taraude, et c'est pas une réflexion qui est complètement aboutie, je cherche des espaces où je vais pouvoir avoir des moyens pour creuser cette idée. Mais il me semble qu'il faut qu'on change notre, euh, notre rapport au temps et notre répartition entre travail, temps perso et temps collectif. On a une énorme culture du bénévolat en France et de l'engagement citoyen qui est juste incroyable. Euh, c'est pas vrai que les gens s'attendent à ce que tout soit fait par la puissance publique. Moi, je me pose la question de qu'est-ce que ça donnerait une société dans laquelle on réduirait notre temps de travail, par exemple d'une semaine de 5 jours à une semaine de 4 jours, pour que cette journée dégagée devienne du temps collectif dans lequel on a des actions collectives. Parce que si vous commencez là, d'un seul coup, on a un champ de possibilités extrêmement enthousiasmant. On pourrait avoir beaucoup plus les gens qui mettent la patte sur la végétalisation et l'entretien de la végétalisation pour aller beaucoup plus vite. Évidemment qu'il faut que la force publique, elle soit impliquée, mais ça veut dire que vous la dirigez sur les savoir-faire techniques, la gestion des machines, etc. Mais vous avez besoin de main-d'œuvre qui n'a pas besoin d'être qualifiée, qui peut apprendre très vite. On pourrait faire ça, on pourrait avoir plus d'aide
s'occuper des enfants, s'occuper des personnes âgées, s'occuper des personnes à la rue, en fait, de s'occuper de faire société, malgré quelque chose de très perturbant. Euh, Alors, effectivement, il y avait dans le fil de la conversation des éléments qui étaient en lien avec vos propos sur l'aspect patrimonial, effectivement, de la ville de Paris, mais qui peut être aussi, d'autres communes franciliennes peuvent être aussi concernées par ces préoccupations-là. Et justement, le rapport ou les espaces de discussion qui peuvent être ouverts avec les architectes de bâtiments de France, on sait que c'est un sujet. Est-ce que c'est des choses que vous avez peut-être déjà engagées avec ce cercle d'acteurs ou comment vous voyez les réflexions engagées avec ces... Oui, tout à fait. Donc, je n'ai pas les chiffres ailleurs, mais à Paris, vous avez les architectes des bâtiments de France, ils sont qu'une petite dizaine. Je crois qu'ils sont 14 au maximum pour examiner quelque chose comme 14 000 demandes préalables par an. Je vous laisse faire le calcul de combien ça fait d'examens de dossiers par jour. Ils ont pas le temps. Ils sont complètement sous-dotés. Donc, quand vous les voyez, déjà, c'est très difficile d'avoir un rendez-vous avec eux, quand bien même vous êtes président de la mission Paris à 50 degrés. Euh, et ce qu'ils vous disent en off, c'est en fait, et la solution qu'ils ont proposée pour avoir une sortie par le haut, c'est parce qu'ils disent, regardez, nous, on a X dossiers par personne à examiner par jour. Et évidemment qu'en face, les architectes, ils proposent des solutions, mais ils ne proposent pas les mêmes solutions. Donc, ce dont ils auraient besoin, et c'est comme ça, c'est ça qu'on a formulé, il y aurait besoin d'états généraux de l'architecture, du patrimoine et de l'adaptation au changement climatique. Et on dit changement climatique, adaptation, mais en fait, c'est un terme, il y a aussi des thématiques par rapport à l'introduction de NR dans le patrimoine. Mais, euh, par typologie de bâti, donc du haussmannien, du faubourgien, du moderne, du postmoderne, etc. etc. Je ne maîtrise pas tous les termes dans ce domaine. Et ben, on sort de là avec un dessin commun. Donc, on réunit les architectes des bâtiments de France, les architectes, la direction de l'urbanisme, tous les gens qui ont en fait leur mot à dire, des collectifs d'habitants, et on ne sort pas de ces états généraux sans avoir des solutions qui vont nous permettre de transmettre le patrimoine dont on a hérité pour les générations futures, en l'ayant rendu en maintenant son habitabilité, voire en l'augmentant, en l'améliorant dans certains cas, comme sur les derniers étages. Et pour ça, enfin, moi, personnellement, je suis très attaché à la cohérence esthétique. C'est un truc qui est marquant quand même hein, en France, euh, et pas juste à Paris. Il y a une cohérence esthétique, il y a ce respect-là. Ben, moi, j'aimerais qu'on puisse le transmettre et qu'on fasse pas, parce que là, sinon, ce qui nous pend au nez, c'est des adaptations non coordonnées et qui vont être très moches, esthétiquement parlant. Chacun va y aller de son store, chacun va y aller de sa clim, plus ou moins cachée. Euh, et donc, on n'aura ni l'un ni l'autre. On n'aura ni la cohérence esthétique, ni l'adaptation si on laisse faire. Voilà, ça serait une manière de sortir par le haut. Sauf que pour déclencher ça, ça ne peut pas venir des ABF, il faut que ça vienne de leur ministère de tutelle, euh, qui, euh, qui est des abonnés absents. Et donc, il faut qu'il y ait un rapport de force qui s'installe, d'où la création de ce collectif d'habitants du dernier étage qui est en mesure d'exiger que les choses changent. Et parce que les solutions techniques, on les a. Hein. Il y a le cahier des solutions techniques, il est vraiment, il faut juste qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on commence à autoriser, voire à prescrire dans certains cas. Il faut que ça devienne obligatoire dans certains cas. Le type de solution qu'on va mettre en place. Par exemple, là, il y a une proposition de loi qui va le faire sur les bouilloires thermiques. Il faut absolument qu'on ait des protections solaires à l'extérieur. Quand on habite au dernier étage, sur les Velux, ça doit devenir indispensable. Ça doit être obligatoire pour louer. Il faut des protections extérieures. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse et le partage de vos travaux et réflexions. Donc, de nombreux défis qui nous attendent encore à l'avenir et des espaces de travail et de concertation à créer, à mettre en place.
Et ça sera aussi tout l'enjeu de l'adaptation, justement, de créer des espaces pour discuter de ces arbitrages, des choix que l'on peut mener et des actions que l'on peut, qui seront les plus efficaces, entre guillemets, dans ces scénarios un peu chocs pour l'avenir. Je vous Tout à remercie pour... fait. Et un mot de la fin de mon côté, euh, les élections municipales qui arrivent sont une très bonne occasion de trancher, de faire avancer ces questions euh, dans toute la France. Avec Maud Lelièvre, la rapporteure, on avait fait une tribune il y a quelque temps pour dire aux gens, demandez ça de vos élus, de vos candidats, quelle que soit leur couleur politique, il faut qu'on tranche. Pour Paris, Paris, c'est la ville où vous avez le plus de chances de mourir de chaud pendant les canicules. L'objectif, c'est d'en faire la ville la plus adaptée aux canicules. Le défi, il est immense. Et si moi, je publie beaucoup là-dessus sur LinkedIn, n'hésitez pas à m'ajouter. Voilà, et merci encore de l'invitation. Merci à vous et on va aussi tâcher de partager dans le fil de la conversation le lien vers le rapport que vous avez piloté, que vous avez produit sur Paris à 50 degrés voilà, pour accéder effectivement à ce rapport qui comporte vraiment un certain nombre d'enseignements et qui pourront inspirer d'autres collectivités et d'autres territoires. Donc, merci à vous pour votre temps. Au revoir. Je vais maintenant laisser la main à Barbara Dam. On va changer entre guillemets d'univers. Merci Barbara Dam d'être présente ce matin pour nous apporter la lecture finalement d'un gestionnaire de réseau emblématique à travers effectivement SNCF Réseau. Donc SNCF Réseau s'est doté depuis juillet 2024 d'un plan d'adaptation au changement climatique. Je vous propose de vous laisser la main pour revenir un peu sur les grands axes de travail de ce plan d'adaptation qui va aussi revenir finalement aux enjeux auxquels vous devez faire face par rapport à vos compétences et à vos métiers. Merci. Oui, bonjour et merci de l'occasion donc de présenter un peu nos activités. J'ai un petit souci technique. J'ai lancé le partage, mais je ne le vois pas s'afficher. Est-ce que... Bon, nous voyons votre présentation affichée, mais pas en plein écran, mais elle est affichée. Voilà, ok, parfait. Voilà, ça doit être bon pour vous maintenant. Oui, tout à fait, c'est bon. Très bien. Donc, une petite présentation. Donc, je suis Barbara Dam. Je travaille au Centre de compétences en développement durable, donc qui est le CCDD, à la direction générale Île-de-France de SNCF Réseau. Donc, nous avons une organisation territoriale, donc avec SNCF Réseau, donc qui couvre toute la France, et après des territoires donc on appelle des zones de production sur lesquelles on intervient donc plus précisément avec une petite organisation qu'on a donc à chaque fois donc mis en place qui s'adapte à l'échelle du territoire, aux spécificités du territoire, etc. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous parler d'adaptation du changement climatique et de la stratégie de SNCF Réseau, mais aussi d'illustrer avec quelques exemples, et je ne peux vous montrer que quelques exemples, donc sur des choses qui se mettent en place. Voilà, on a parlé précédemment, donc on va dire du choc de la canicule de 2003, et même si on a mis en place notre stratégie donc, sur le changement, l'adaptation au changement climatique en 2024, c'est depuis 2003 qu'on a effectivement déployé des actions spécifiques, des choix opérationnels pour répondre donc au sujet de changement climatique et notamment au sujet de la canicule. Alors, changement climatique et adaptation donc, du réseau, qu'est-ce que ça veut pour nous? C'est d'abord, en termes d'enjeux, un impact fort sur la qualité de service qu'on peut offrir donc, aux entreprises ferroviaires et donc par là aussi aux clients qui utilisent les transports en commun. C'est toute la partie impact sur les infrastructures elles-mêmes donc, qui sont donc, porteurs justement donc, les couleurs d'évolution des entreprises ferroviaires. Et ces impacts sont multiples et très variés.
c'est un impact financier, même si aujourd'hui les coûts directs au niveau national restent encore limités. On ressent de plus une pression sur les dépenses de maintenance qu'on observe. Une pression aussi, du coup, indirectement sur les sillons qu'on peut offrir et donc vendre aux entreprises ferroviaires. Et une pression aussi, et là on est tout à fait dans la situation que nombreuses entreprises en termes d'assurance des risques climatiques. Alors qu'est-ce qu'on peut mettre en réponse de notre côté derrière? C'est un peu la première réponse à faire en opérationnel, c'est d'adapter l'entretien et la surveillance. Et ça, ce sont des choses qui se sont donc largement développées depuis 2003. C'est aussi donc réfléchir à l'adaptation de l'exploitation ferroviaire en opérationnel, donc sur des réponses, on va dire, immédiates, mais aussi sur des fonctionnalités du réseau. Qu'est-ce qui est important de maintenir? Quelles sont les fonctionnalités clés qu'on souhaite garder? Et troisième axe, c'est donc tout ce qui concerne nos actifs. Donc, on a, en fonction de la composante de la plus petite à la plus grande que vous regardez, des durées de vie de ces composantes qui sont très variables de quelques années à une centaine d'années, voire parfois sans date limite en quelque sorte. Et donc, il faut se poser la question, donc comment est-ce que on va adapter ces actifs? Est-ce qu'on va les renouveler? Est-ce qu'on s'inscrit dans un cycle de renouvellement, on va dire, naturel pour les composantes qui ont une durée de vie relativement courte? Est-ce qu'il faut passer à la modernisation, à la modernisation donc, de parties de réseau? Comment est-ce qu'on adapte nos normes, donc des éléments qu'on construit? Et est-ce que sur des éléments qui doivent rester, qui sont conçus pour une centaine d'années, on doit lancer donc des travaux de rétrofit, c'est-à-dire de l'adaptation a posteriori et donc d'intégrer donc des nouvelles composantes dans quelque chose qui n'était pas prévu. Et il y a toute une réflexion aussi sur ce qu'on appelle l'ordre de mérite, des actions à mettre en place, en commençant par les actions, par exemple, dans le cadre de la modernisation, quand on refait à neuf certains travaux, dans ce refaire à neuf, de ne pas faire à l'identique, mais d'intégrer d'ores et déjà donc, des améliorations qui sont faisables, possibles, pour rendre notre infrastructure donc, plus résiliente. Comment est-ce que ça se traduit? Donc, on a un plan d'action qui est de 2024-2026. Cela peut surprendre dans un premier temps, mais en fait, c'est lié au fait que notre plan de performance s'arrête, donc qui est défini sur une année sur 10 ans, se termine en 2026. Et donc, on s'est dit que c'est la période où on va tout préparer en termes de gouvernance interne pour pouvoir ensuite, avec donc, notre tutelle qui est l'État, donc revoir et adapter, intégrer donc, ces nouveaux éléments aussi dans le prochain programme de performance. Alors donc, c'est tout un travail aujourd'hui qui est en cours sur structurer en interne la gouvernance de la gestion du programme, de trouver aussi des manières de se rapprocher du territoire parce que en fait, les impacts ne sont pas du tout les mêmes si vous vous trouvez au nord ou au sud de la France. C'est de travailler sur nos estimations chiffrées parce que souvent, donc la manière dont on fait des reporting, et là, c'est pas spécifique à SNCF, hein, réseau, la manière dont on fait des reporting ne tiennent pas forcément compte des impacts financiers qu'on subit ou que aussi des investissements, de l'efficacité des investissements qu'on compte faire. C'est donc le tout aussi traduire sous forme de tableau de bord pour avoir la traçabilité. On continue à travailler sur des études de vulnérabilité. Il y a un certain nombre d'études qui ont été faites, mais toujours est-il qu'il faut après travailler sur des scénarios de mise en œuvre, continuer à affiner la connaissance. On évolue donc forcément dans les territoires, on n'est pas tout seul, donc il faut aussi, on vise à développer donc des partenariats avec les territoires, d'où des interventions comme aujourd'hui, d'où la participation à des groupes de travail, par exemple, initiés par la région Île-de-France sur la vulnérabilité donc des réseaux au pluriel, mais aussi l'impact de la manière de gérer certains sites
des communes, de l'espace agricole sur nos infrastructures. Donc, il y a des interactions donc, en grand, mais aussi très locales. C'est poursuivre également des initiatives, j'en ai déjà parlé, en termes de maintenance et en termes d'exploitation. Donc, de toujours réfléchir comment être plus performante sur ces questions-là. Et de développer des partenariats avec la filière industrielle parce que, bon, comme on a une activité industrielle, comme on a des composantes, forcément, on doit réfléchir sur la manière dont on travaille à la résilience des différentes composantes qui constituent donc l'infrastructure ferrée. Alors, pour petit rappel, donc les 5 principaux aléas climatiques où on est soumis, donc j'ai mis un peu en avant donc, la hausse des températures où on est soumis donc, sur l'ensemble du territoire. Avec la France, on l'a vu en introduction, donc, et soumis donc, sur une moyenne de 3 degrés. Nous, on va plutôt partir sur une hausse donc, à 4 degrés pour la France dans les modélisations. Et donc, ça a un impact forcément sur le système ferroviaire, mais aussi sur les conditions de travail des personnes, de nos agents, notamment des agents qui sont exposés, qui travaillent en atelier, qui travaillent sur la voie. On a des impacts qui sont non linéaires, donc ponctuels. C'est pas parce qu'à un endroit la température du rail augmente que juste à côté on n'a pas ce même effet. C'est le risque aussi de la baisse d'étiage, donc du niveau des cours d'eau, parce qu'on a des fondations de nos ouvrages qui sont pour certaines très anciennes, qui sont fondées par exemple sur des piliers, des piliers en bois, donc qui dit exposition donc, de ces fondations dit fragilisation. Ce qui va de pair, et là ce sont donc du coup des impacts secondaires donc liés à la hausse de la température, ce sont les incendies aux abords de la voie. Aujourd'hui, c'est le sud de la France qui est concerné avec des plans donc, de débroussaillage comme pour les particuliers, hein, donc on est soumis au même régime. Mais ce risque d'incendie est en train de monter petit à petit et va donc aussi à un moment donné être beaucoup plus présent donc, en Île-de-France. Et donc, chez nous, ça impacte des installations de signalisation et de télécommunication et la voie en fonction du niveau de maîtrise de la végétation. Donc on est bien en Île-de-France et on est très concerné par des sujets de retrait-gonflement des argiles qui va concerner donc, la plateforme des ouvrages d'art, des bâtiments, qui peut, dans des cas extrêmes, impacter aussi la géométrie de la voie et donc présenter un risque pour les circulations. C'est un phénomène donc, qui est lié davantage à l'alternance des températures élevées et après donc, des phases de pluie. Je reviendrai dessus. Et après, les deux autres donc, sujets qui ne sont pas directement liés à la hausse des températures, c'est le sujet inondation par ruissellement et par débordement, dont on est pas mal concerné parce que souvent les voies se trouvent proches des cours d'eau, étant donné qu'on a cherché pour le réseau ferroviaire les pentes les plus douces. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous montrer mais vraiment quelques illustrations parce que en fait, le champ, il est tellement vaste que, bon, voilà, je cherchais surtout à éclairer certains choix. On a donc ça, je pense, dans les différentes communications, quand vous êtes utilisateur des transports en commun, donc vous avez eu des informations, des alertes. Donc on communique beaucoup sur ces sujets en ce moment. Pour les voies, donc tout ce qui est rail, traverse, appareil de voie, donc ce sont les aiguilles pour aller d'une voie à une autre et le ballast. Donc nous, les enjeux sont la hausse de l'ensoleillement, pardon, implique forcément une hausse de température maximale de l'air et du coup du rail. La température du rail est largement supérieure parce qu'il accumule la chaleur, un peu comme les bâtiments, comme il est très bon conducteur, et la sécheresse des sols derrière.
qu'est-ce qu'on met en place donc, en réponse? Je vous en ai parlé qu'effectivement, depuis 2003, on a mis en place un plan d'action national qui travaille sur différents, on va dire, types d'activités. C'est pour tout ce qui est conception, on travaille sur les marges de sécurité qui sont augmentées. C'est-à-dire, on tient compte, il y a des règles de conception et donc on tient compte d'une amplitude de température qui est augmentée, notamment en tenant compte des pics de chaleur et de dimensions nos voies, nos orages, donc nos voies notamment, donc pour englober ces variations. On travaille on continue sur l'amélioration de nos référentiels techniques pour avoir des méthodologies aussi pour diagnostiquer donc des vulnérabilités des systèmes qu'on a. Et c'est derrière une déclinaison locale des plans canicules. Donc, c'est valable pour l'avoir, mais vous allez voir, je vais revenir donc, sur chaque sujet abordé. C'est valable pour l'ensemble des composantes, des grandes composantes, pour donc avoir une maintenance qui tient compte en amont donc, des périodes chaudes. De la gestion donc, des travaux aussi par anticipation. On a dans les exemples pratiques quelque chose qui se fait depuis les années 50, c'est la pose en non-rail soudé. C'est-à-dire avant, on avait des petits tronçons de rail. Aujourd'hui, on les soude ensemble et sous une contrainte, sous tension. Et donc, ça permet de limiter, donc de contraindre les dilatations du rail. C'est un effet bénéfique qui n'a pas été en soi recherché parce que bon, on a commencé à poser comme ça dans les années 50, mais aujourd'hui, dans les pics de chaleur, ça nous sert donc très très bien, donc ça nous sert très fortement. C'est tous les travaux préventifs de traitement de nos zones sensibles qui sont identifiés en amont. C'est un travail renforcé de tout ce qui est de suivi et de nos tournées de surveillance qui sont organisées donc, par nos établissements en charge de la maintenance de la voie. Et c'est tout un ensemble d'innovations, comme par exemple un travail sur la prédiction de la température du rail, parce qu'il y a des interactions qui se font entre la température de l'air, mais aussi donc, la structure de la voie, du sous-sol, de la proximité de certains ouvrages, d'autres ouvrages, etc. Quand on regarde les abords des voies, donc c'est tous les sujets qui sont liés à la maîtrise de la végétation. Donc on ne parle pas forcément chez nous de paysage, on parle plutôt de maîtrise de la végétation parce que si on a des stratégies patrimoniales qui laissent un peu se développer la végétation spontanée et donc la pousse donc, des arbres, on augmente donc les risques d'avoir des incidents de sécurité et donc avec la chute des arbres sur la caténaire, avec des impacts et des risques d'accidents pour les circulations qu'on essaye donc d'éviter. On a donc une multiplication des événements climatiques qui sont intenses. Là, on joue aussi sur l'augmentation de la hausse, l'augmentation des sécheresses, l'augmentation des pluies torrentielles qui fragilisent aussi bien les talus que la végétation en elle-même, qui devient donc plus sujette aussi à des maladies ou plus sujette à l'attaque d'insectes. On a des moyens d'intervention, mais on a une réglementation environnementale à respecter, donc qui nous limite donc à certaines périodes pour faire ces travaux d'entretien. Et on a un risque en descente, donc de feu de talus, j'en ai déjà parlé en introduction. Cela nous amène donc de mettre en place des stratégies patrimoniales. Donc, on a une organisation donc, des différents stades de végétation sur nos talus. On évite un enfrichement donc, excessif pour la sécurité de l'exploitation, en profitant notamment proche des voies d'avoir plutôt des prairies, des petits arbustes qui ne posent pas de sujet en termes donc, de sécurité ferroviaire, mais qui permettent à la fois d'être moins inflammables et de protéger donc, ou de proposer des niches pour des espèces végétales et animales.
Et en fait, on cherche par là donc à garder la performance. Donc, qu'est-ce qu'on met en place? Donc, c'est des petites opérations, donc je dis petites entre guillemets, de mettre du géotextile, de choisir les plantes qu'on va semer, ou bien dans nos voies de service, ou bien sur nos talus, c'est de l'éco-pâturage. C'est aussi la recherche de mécanisation, donc de l'entretien, parce que on est sorti du glyphosate depuis fin 2021 de mémoire. C'est tout un travail d'innovation, de télédétection, donc d'arbres malades à partir d'images satellites. Donc, on suit 2 fois par an donc, l'état de la végétation avec des travaux de télédétection pour pouvoir intervenir de manière préventive sur la végétation. Alors, la caténaire. La caténaire, vous en avez beaucoup entendu parler ces derniers jours, forcément. Là encore, c'est le jeu des températures. On a donc un petit jeu donc, de baisse de la tension de la caténaire et donc du coup un risque accru d'arrachement donc, de cette caténaire. Et du coup, on a forcément un impact sur les vitesses de circulation des trains. Vous pouvez avoir ce même impact aussi sur la voie. Donc, c'est tout un jeu donc, de performance de nos infrastructures qui est affecté par la hausse de la température. Et par là, quelles sont les réponses? Bon, la maintenance préventive, c'est valable pour tous les sujets. C'est l'adaptation des plans de circulation, parce qu'on sait à bien modéliser, donc on a des partenariats avec Météo France, on sait bien modéliser, anticiper donc la hausse des températures. C'est tout un travail de renforcement de nos composants pour augmenter la résilience aux fortes chaleurs avec toujours, et là je rejoins les réflexions aussi de la ville de Paris, une réflexion à jusqu'où est-ce qu'on peut aller, quelles sont nos limites, parce qu'on a forcément à un moment donné des limites techniques à respecter où on ne sait plus, où on ne sait plus faire. Et c'est tout un travail aussi sur des innovations techniques. Quand on parle de maintenance préventive, c'est des tournées de réglage des tendeurs mécaniques avant la période estivale avec des techniques différentes en fonction de la tension de la caténaire. C'est tout un travail aussi que se voit beaucoup moins, qui concerne la préparation de la gestion des crises. Et là, c'est un travail de SNCF Réseau qui est partagé avec les entreprises ferroviaires où on travaille par anticipation sur des scénarios. Si à un endroit X, on a un incident caténaire ou on a un incident voie ou un incident de signalisation, peu importe, quel est le scénario d'exploitation qu'on veut mettre en place derrière? Quelles sont les circulations qu'on maintient en priorité? Quelles adaptations sont nécessaires pour, par exemple, le fret? Parce qu'on doit récupérer, par exemple, des créneaux de maintenance de la voie. Mais c'est en même temps donc, toute la mise en place des différentes astreintes techniques donc, du mainteneur, du mainteneur donc, SNCF Réseau. Et ça, ce sont des choses qui ne se voient pas, mais qui sont, puisqu'elles sont connues, donc bien anticipées. Sur les ouvrages d'art, donc, on a un autre sujet. On a un impact potentiel par la contrainte dynamique reportée, donc toujours la dilatation donc, des ouvrages. Je vous ai parlé, donc cette dilatation donc, va fragiliser les ouvrages et donc les rendre plus fragiles, plus sensibles donc, aux autres aléas qui sont donc, les vents forts, les précipitations, donc qui vont donc, rajouter donc, à la fragilité donc, de ces ouvrages, voire avoir pour effet la ruine de ces mêmes ouvrages. Alors, on travaille notamment sur ces sujets-là, sur la résilience donc, en termes de conception hydraulique, parce que c'est un grand sujet donc, de la gestion de nos ouvrages. On a des ouvrages qui sont anciens, qui ne sont pas dimensionnés, donc qui sont dimensionnés au début du dernier siècle à mémoire d'homme. On a des préconisations de renforcement aussi de surveillance en fonction des situations locales avec
En termes d'innovation, par exemple, la mise en place de l'intelligence artificielle prédictive au service de la sécurité des ouvrages, donc où on va commencer à modéliser euh, comme le comportement donc, de ces ouvrages donc, par rapport à certaines situations. Donc, ça peut être la chaleur, ça peut être d'autres phénomènes. C'est forcément aussi des travaux de confortement des ouvrages pour garder et maintenir leur sécurité, voir si les ouvrages sont trop fragilisés ou trop anciennes pour être confortés, on va les renouveler parce qu'on a des ponts qui datent de la fin du 19e siècle, qui sont aujourd'hui donc entièrement démontés et repris. Et c'est tout un travail aussi de surveillance des ouvrages par appareillage et des tournées périodiques. Donc, on a des capteurs qui suivent des ouvrages dont on sait qu'il y a certaines sensibilités pour pouvoir donc être alertés en temps réel si ces capteurs commencent donc à remonter des variations. Et enfin, nos ouvrages en terre. Donc là, c'est l'exemple donc assez récent d'un glissement de terre à Triport. La hausse des températures, et donc on est en lien aussi avec des sujets de retrait-gonflement d'argile en Île-de-France, peuvent impacter nos remblais. Et on a sur les réseaux 60 à 70% de nos ouvrages qui sont en remblai, donc c'est-à-dire au-dessus du niveau naturel des sols, voire en déblai, donc en dessous du niveau naturel des sols. Et donc, la hausse des températures a pour effet donc un retrait et une dessiccation des sols, avec du coup, si derrière on a des pluies, et notamment des pluies fortes, des orages, un ravinement du sol qui est beaucoup plus fort, avec donc des phénomènes érosifs qui sont naturellement donc, beaucoup plus importants. Qu'est-ce que ça veut dire en termes d'adaptation? Donc toujours, on revient sur le sujet du dimensionnement de nos ouvrages hydrauliques. On fait énormément de travaux pour le neuf, donc pour adapter et prévoir donc des pics, ces pics-là, c'est de travailler sur la transparence en termes hydrauliques de nos remblais et de choisir aussi donc des matériaux des remblais si c'est possible. Il faut savoir, les remblais, ce ne sont pas souvent des terres naturelles, mais ce sont des terres retravaillées. Et donc du coup, par là des fragilités donc aujourd'hui ou des caractéristiques qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc ça nous amène à une vulnérabilité importante du réseau parce qu'on parle donc de milliers de kilomètres qu'on va donc entretenir et un renforcement de surveillance et évolution des règles. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait fréquemment en Île-de-France des travaux de confortement de talus ferroviaires parce que ces talus-là commencent à être trop fragiles et donc présentent un niveau de risque. On a toujours la surveillance renforcée et l'appareillage donc, de ces talus-là qui détectent des mouvements donc, des sols. Et on a des mesures à mettre en place pour, là, en ayant du très, très opérationnel, éviter le ravinement donc, de cette partie-là. Bon, j'ai été peut-être un chouïa plus technique. J'espère que ça a été à peu près clair hein, pour vous. Avant d'aborder donc la dernière partie, c'est donc la santé et sécurité au travail donc dans des épisodes de forte chaleur, où effectivement depuis le 1er juillet de cette année, on a l'application donc d'un décret qui renforce, ça existait auparavant, qui renforce donc la protection des travailleurs. Et donc ça, c'est une réglementation donc, nationale, pas spécifique à SNCF, qui donc redéfinit donc, des épisodes de chaleur intense et qui redéfinit les obligations des entreprises pour y répondre. Et donc, on commence avec une veille saisonnière qui se met en place côté Météo France et donc aussi côté des entreprises, forcément chez nous, à partir du mois d'avril, où on a une veille saisonnière pour commencer à se préparer et en fonction donc du niveau de vigilance, à partir des pics de chaleur en vigilance jaune, on commence à préparer les canicules, donc les vigilances orange et rouge, qui sont donc prévisibles. Comme je disais, tout ce qui est pic de chaleur
les modèles fonctionnent plutôt bien. Alors, en termes très concrets, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Donc, c'est un domaine qui est très, très réglementé et où on ne peut pas faire n'importe quoi. Notre objectif, ça reste naturellement de limiter les effets sanitaires sur les salariés de SNCF Réseau et de prévenir les accidents de forte chaleur. Donc, ça concerne notamment, je l'ai dit en introduction, les salariés qui travaillent sur les voies ou dans les emprises en général. Ça concerne les salariés qui travaillent en atelier, qui sont souvent des ateliers anciens et donc pas prévus pour absorber donc des fortes chaleurs. Et donc, du coup, on a des obligations d'évaluer donc les risques dans les différents documents donc, de prévention. Donc, ça concerne les lieux de travail, ça concerne les chantiers, ça concerne des relations avec nos entreprises travaux. Donc, les documents donc, sont très, très variés. Ils sont ou bien pour l'occasion ou annuellement donc, mis à jour. Ça dépend donc de la réglementation qui s'applique. C'est tout un travail en interne aussi d'informer, de former, de communiquer sur toute la ligne managériale et des travailleurs sur la conduite à conduire, conduite à tenir, pardon. Et c'est la mise en place des mesures de prévention, donc naturellement. Donc, en fonction du niveau d'alerte, les mesures portent sur la modification de l'organisation de travail, sur l'identification dans nos travaux de maintenance ou des travaux sur des projets des tâches fusibles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les tâches qui ne sont pas nécessairement à réaliser le jour de canicule. Ce sont des scénarios de repli aussi donc, qui vont avec. Après, c'est toute l'adaptation de l'environnement de travail dans la mesure du possible. Donc, c'est distribution des moyens de prévention. Donc, la réglementation prévoit la distribution d'eau fraîche en quantité, en qualité, l'adaptation des tenues de travail, des ventilations, des climatisations, etc. Et c'est la communication aussi sur les dangers et les moyens de prévention à prendre et mis en place. Parce que, en fait, un salarié qui n'est pas prévenu, qui n'est pas informé, il risque de minimiser les dangers et de se mettre en risque donc lui-même ou ses collègues. Donc, quelques exemples d'adaptation qui vont au-delà de distribution des moyens de prévention. Donc, on a beaucoup d'agents chez nous qui travaillent seuls. Et à partir des niveaux 2, 3 et 4, on va commencer à privilégier le travail en équipe pour avoir donc une surveillance mutuelle des agents et en cas donc, de malaise, pouvoir intervenir, appeler de l'aide. C'est des travaux et tournées en extérieur. Si on est en niveau, comme on l'était là au 1er juillet, de niveau 4 canicule, c'est l'arrêt de travail en extérieur, sauf les travaux qui sont vraiment indispensables à la sécurité ferroviaire. C'est aussi toute la mise à disposition via de nos catalogues d'achat, des équipements de protection. Donc, je pense que vous connaissez tous nos petits bonhommes orange. On est obligé, donc, pour la sécurité du personnel, de port d'équipements de protection. Et il y a des équipements qui tiennent compte et qui sont adaptés donc, aux fortes chaleurs et qui répondent donc, aux normes de sécurité exigées pour protéger donc, les salariés. Donc voilà, en gros, donc, les grandes actions qu'on peut mettre en place pour accompagner donc, nos salariés pendant ces périodes-là. Et j'ai un tout petit peu dépassé. Merci beaucoup pour cette présentation. On a quelques minutes de retard, mais on est globalement dans les temps. Je vous propose de prendre peut-être deux, trois questions en lien effectivement aux éléments que vous avez présentés, notamment une question, comment fonctionne votre outil de prédiction de la température du rail? Je crois que vous avez évoqué au début de votre présentation. Alors, en fait, je ne suis pas technicienne.
Donc, je suis généraliste, donc, et plus sur des sujets donc, de sensibilisation, mais je vais faire de mon mieux. En fait, la modélisation, donc, ça tient compte donc, des mesures effectivement réelles qui sont faites sur place, mais aussi des phénomènes climatiques. Et donc, dans ces modèles-là, on intègre des comment dire, des composantes qui peuvent jouer. Ça peut être la typologie du rail. On a différents types de rails. C'est la typologie des traverses et des systèmes d'attache. Il y a des générations différentes qui sont installées dans nos voies et qui n'ont pas forcément le même comportement. C'est de tenir compte de la nature, par exemple, du sous-sol. Euh, le comportement n'est pas le même si on est sur un ouvrage ou si on est sur une terre ou sur certains types de terres. Euh, voilà. Et donc après, ne me demandez pas plus, je ne saurais pas vous répondre. Donc, mais il me semble avoir vu que le numérique chez nous donc, aussi explique un peu plus ces types de prévisions. Très bien, bah, merci déjà pour ces éléments. Alors, sur le fil de la conversation, il y a eu plusieurs retours, notamment sur la végétation aux abords des voies, entre le besoin d'un entretien entre guillemets intensif pour limiter le risque d'incendie, mais versus effectivement la question des îlots de chaleur urbains, du confort thermique des voyageurs. Voilà, on a l'impression qu'il y a une espèce de balance d'équilibre pour gérer ces deux aspects. Est-ce que vous avez peut-être des éléments complémentaires à apporter sur ce point-là, éventuellement? Alors, je serais un peu mal placée pour m'exprimer du confort des voyageurs parce qu'en fait, là, c'est Île-de-France Mobilité et SNCF Voyageurs, donc, et éventuellement le matériel chez SNCF, qui sont plus la même. Sincèrement, c'est un sujet que je ne maîtrise absolument pas. En revanche, je peux vous répondre un peu parce qu'on a parlé et j'ai vu dans les fils de conversation aussi les mesures de peindre en blanc, donc les bâtiments, etc. Ce sont des choses que nous, on développe aussi. Et là, on est, au moins en Ile-de-France, assez favorable à ces solutions low-tech. Qui font preuve de leur efficacité. Donc, on a la situation pour nos salariés qui sont souvent dans les bons bungalows, donc des Algeco, qui sont donc très sensibles à la chaleur. Donc, on demande de plus en plus d'avoir donc des Algeco qui sont mieux équipés, mieux isolés. On teste et on met en place donc différentes solutions. Donc, ça peut être la peinture en blanc de certaines toitures de ces bungalows et ensuite, on a effectivement des baisses de température à l'intérieur, ce qui veut dire moins de clim. En été notamment, plus de confort pour les salariés. On teste d'autres solutions qui sont la végétalisation donc, des toitures. On a très peu de bâtiments chez nous, mais on a pas mal donc de ces Algeco. Et donc, il existe des solutions qu'on teste aujourd'hui avec qui répondent. Donc, en fait, un Algeco n'est pas aussi stable et ne peut pas porter la surcharge, une surcharge importante en termes de poids, notamment quand il pleut. Et donc, du coup, on teste des solutions parce qu'en fait, la végétalisation des toits, c'est un avantage en termes de canicule pour réduire la chaleur à l'intérieur des bungalows, mais ça a aussi un avantage en hiver parce que c'est un petit effet isolant en plus. On travaille également sur la couleur de toutes nos petites guérites qui sont installées donc, dans les voies. Là, c'est plus dans le sud de la France où, au début des années 2000, ils ont fait des tests pour peindre donc, les guérites en blanc. Ils ont eu un écart de température avant-après qui allait jusqu'à 5 degrés. C'est important parce que dans ces guérites-là, vous avez nos installations de signalisation et tous les composants de signalisation électrique, électronique, voire informatique de plus en plus sont sensibles à la chaleur. C'est un peu comme les câbles dont parlait la ville de Paris qui se déforment. Donc, c'est les mêmes effets sous la chaleur. Et ça évite dans certains cas donc, des pannes. Ça évite surtout, là aussi, de climatiser des installations donc, qu'on n'avait pas du tout prévu de climatiser et qui ne sont pas conçues pour. Voilà.
Très bien, merci pour ces éléments. Alors peut-être une dernière question, hein. Désolée, on ne peut pas effectivement remonter toutes les questions du fil de la conversation, mais est-ce que vous avez peut-être envisagé ou anticipé éventuellement un allongement de parcours en été, en période estivale par rapport à l'hiver? Est-ce que vous anticipez effectivement des parcours qui pourraient être allongés? Oui, effectivement, tout à fait. C'est la partie que j'ai abordée rapidement dans la gestion des crises. Comme on connaît assez bien notre infrastructure, quand on connaît les zones de fragilité, ce sont parfois des zones anciennes, mais c'est aussi des zones, par exemple, où on a eu des travaux récents qui nécessitent un temps de rodage ou de calibrage, pour parler dans des termes non techniques. On connaît ces zones et donc tous les ans, on regarde donc ces impacts. Ça se fait secteur, si en Île-de-France, donc pour chaque sortie de gare, en quelque sorte, les lignes qui sortent de chaque gare, de Paris Nord, de Paris Est, etc. Et on travaille en amont donc sur la capacité du réseau à gérer les circulations. On identifie en fonction des chaleurs les limitations de vitesse auxquelles on va s'attendre. Et donc, ça amène en amont de réfléchir sur les plans de circulation, les temps de parcours, pour ne pas être surpris donc, des adaptations. Donc, ça, c'est vu en amont. Et il y a ce même travail qui est fait en amont de scénarios. Quand on a effectivement un incident qui se produit sur le réseau, on a des scénarios d'exploitation qui sont mis en place pour réduire au plus vite l'impact pour les voyageurs et remettre en place des circulations, même provisoires, même détournées. Donc voilà, ça se réfléchit en amont pour justement ne perdre le moins possible de temps donc, en opérationnel quand la crise se présente. Très bien, ben, merci beaucoup pour ces éléments complémentaires par rapport aux questions posées. C'était vraiment très, très instructif aussi par rapport à votre présentation qui revenait sur les aspects de la gouvernance, d'organisation du plan, d'appréhension des différents enjeux, de comprendre effectivement les enjeux auxquels vous devez faire face et aussi les arbitrages qui seront opérés sur les actions à entreprendre. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et votre mobilisation ce matin. Nous allons pouvoir conclure le webinaire. Donc, le prochain rendez-vous, c'est le 25 septembre prochain, où le thème du webinaire sera dédié à la santé et au changement climatique, où nous revenons de nouveau sur un peu les éléments de compréhension et des enjeux qui sont liés justement aux aspects de la santé en lien avec le changement climatique, et nous pourrons aussi aborder et se projeter sur des leviers mobilisables. Donc ce webinaire fera l'objet d'un replay et les supports de présentation seront mis à disposition sur le site de l'Institut Paris Région. Merci à tous de vous être connectés nombreux ce matin et on vous dit à bientôt. Bel été. Au revoir.